Bonjour à tous, soyez les bienvenus. C'est l'heure de votre grand dossier sur LCI. Une émission qu'on a intitulée aujourd'hui Canicule en série. La France craque, point d'interrogation. La France qui brûle. Regardez ces images sidérantes à Marseille. Un feu de broussailles. 6 hectares détruits. Plusieurs sont encore menacés. Alors depuis le début de l'année, ce sont 25 000 hectares qui ont brûlé. Un triste bilan qui reflète la dure réalité à laquelle sont confrontés les sapeurs-pompiers depuis plusieurs semaines. Alors bientôt aussi une première, un avion militaire, un A400M, devrait être déployé pour lutter contre les incendies. L'équivalent, vous verrez, de 3 Canadair. La France qui fait donc face à sa 3e vague de canicule en moins de 2 mois. Le plan Orsec chaleur extrême vient d'être déclenché pour protéger les plus vulnérables du jamais vu. C'est parti pour le grand dossier. Nous déclencherons le plan Orsec chaleur extrême, qui est un dispositif nouveau mis en place pour tenir compte du retour d'expérience des dernières vagues de chaleur. Les personnes les plus vulnérables, celles qui sont seules, souvent en ville, souvent âgées, subissent davantage de surmortalité que le reste de la population. Et donc on va ouvrir des centres dédiés, des centres de protection, des centres de rafraîchissement dans lesquels on va pouvoir les mettre à l'abri. Et pour tout décrypter, pour tout comprendre, nos invités, Ange Noiret, météorologue sur TF1, Arlette Chabot, éditorialiste politique TF1 LCI, Wilfried Samut, urgentiste, bonjour, porte-parole des médecins urgentistes de France, le général, vous le connaissez bien, François Chauvency, consultant géopolitique LCI, et puis Philippe Dobrinski, climatologue, directeur de recherche au CNRS, auteur de rapports du GIEC notamment. Bonjour à tous les 5 et merci d'être avec nous. Je vous le disais, pour commencer, ces images sidérantes. C'était il y a quelques minutes depuis Marseille. Nous sommes dans le 11e arrondissement de la ville, pour ceux qui connaissent, et ce sont 6 hectares pour le moment, je dis pour le moment, qui ont brûlé. Plusieurs sont encore menacés. On va tout de suite se rendre sur place, retrouver Tristan Vartagnan et Émilie Maurice-Boutilly. Bonjour à tous les deux. Je le vois derrière vous, Tristan, ce sont des hectares qui ont été ravagés. Où en est-on? Quelle est la situation? Il est bientôt 16h50. Eh bien, une situation favorable. L'incendie est désormais fixé. Regardez, juste derrière moi, les pompiers sont en train de noyer les dernières braises. On aperçoit encore quelques fumerolles s'échapper du sol autour de nous. Au total, ce sont 12 hectares qui ont brûlé en à peine 2 heures. L'intervention a été très rapide grâce à la mobilisation de 90 pompiers et d'importants moyens aériens, 4 Canadair et 2 hélicoptères bombardiers d'eau. Grâce à leur intervention, personne n'a été blessé et aucune habitation n'a été menacée. Merci beaucoup Tristan. On voit effectivement les pompiers qui sont à pied d'œuvre. Je vous rappelle le bilan, je vous disais 6, mais ça évolue rapidement. 12 hectares brûlés, nous disait Tristan. Et on le voit sur ces images, on va y revenir avec vous, notamment Philippe Dobrinski, sur la ville. On est dans la ville, on est à Marseille. C'est le feu qui touche les habitations. On va y venir dans un instant. Ange Noiret, avec vous, cette vigilance, on en parle beaucoup. Attention, les feux de forêt, les incendies. Aujourd'hui, c'est quoi, j'allais dire, la situation préoccupante? C'est-à-dire qu'on a de la sécheresse, des températures très élevées, du vent à Marseille? Oui, c'est le vent, surtout là, je pense qu'il va être déterminant pour les prochaines heures et même les prochains jours, parce que depuis le début de la semaine, donc on est dans cette vague de chaleur caniculaire, elle s'intensifie encore un cran pour aujourd'hui, et surtout on avait un vent de secteur nord-nord-ouest qui a changé de secteur, et à partir d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine incluse, on va voir un vent de secteur sud, donc c'est le secteur quasiment opposé. Ça va souffler fort pendant longtemps, et on va avoir quelques orages aussi qui vont pas arranger les affaires des pompiers, puisqu'il va y avoir un peu d'eau, mais pas assez, et surtout de nombreux impacts de foudre et encore plus de vent sous les cellules orageuses. Ouais, donc effectivement, l'épisode est loin d'être fini, oui, et les choses sont loin d'être facilitées. Ouais. Effectivement, le travail des sapeurs-pompiers que l'on a vu à pied d'œuvre. Philippe Dobrinski, on le voit, on les voyait sur ces images, ces habitations, le feu est à la lisière, touche des immeubles, ces feux qui s'invitent, ces incendies au cœur des villes. Est-ce que c'est un phénomène qu'on peut dire de très nouveau, qui s'amplifie avec ce changement climatique, avec ces canicules à répétition?
Alors, il y a deux choses dans la question. D'abord, pour ceux qui connaissent Marseille, il y a quand même beaucoup d'espaces arborés. Donc, le fait que la végétation puisse prendre feu à Marseille ne m'étonne pas, ne me choque pas en soi. Et après, il y a le contexte tout simplement à la fois météorologique de cette année, troisième canicule, effectivement, toute la végétation qui s'est complètement asséchée. Le vent qui s'invite, et puis il suffit d'une étincelle, et puis finalement une ville, c'est là où il y a beaucoup de monde finalement, donc l'étincelle peut arriver vite, et donc la multiplication des feux de forêt. Ce qui est inquiétant et qui ne peut que s'empirer dans un contexte de réchauffement climatique, c'est qu'on a la surface qui va être de plus en plus exposée au risque incendie va augmenter de façon très significative, et bon voilà, là en ce moment les feux de forêt s'allument de tous les côtés, ça met de la tension effectivement sur les moyens d'urgence, quoi. Alors vous le voyez, toujours ces images impressionnantes, ces pompiers avec leurs lances à eau qui sont au travail. Autre foyer, autre front de ces incendies. Cette fois-ci, nous allons dans la Drôme, puisque là aussi le bilan est particulièrement dévastateur. Nous sommes du côté de Die, dans le secteur. 3700 hectares parcourus depuis quelques jours. C'est un incendie historique. On va retrouver justement sur place Capucine Diez avec Marius Noël, et vous êtes situé et vous êtes dans un hélicoptère bombardier d'eau. Oui, les opérations sont toujours en cours ici dans la Drôme, et on voulait vous montrer ces images impressionnantes avec Marius Noël. Regardez, ce sont des tractopelles qui sont en train de créer un chemin pour permettre justement aux pompiers d'intervenir. Au niveau du feu, l'avant du feu a été maîtrisé, mais l'arrière qui se trouve sur le massif de Justin, eh bien lui est toujours en cours. On sait qu'il ralentit malgré tout, mais cet après-midi, avec les fortes chaleurs, avec le vent qui s'est levé, eh bien c'est plus compliqué pour les pompiers. Ces tractopelles sont essentielles donc pour pouvoir créer des chemins. En fait, le feu est vraiment à flanc de montagne, très difficile donc d'intervenir pour eux. Au niveau des moyens déployés sur place, on sait que 600 personnes sont présentes, que ce soit des gendarmes, des pompiers, des membres de la sécurité civile. Et au niveau matériel, on a pu apercevoir pendant plusieurs dizaines de minutes cet après-midi un hélicoptère bombardier d'eau qui faisait des allers-retours entre la Drôme pour récupérer de l'eau, et puis juste ici, un petit peu plus haut, pour pouvoir déverser l'eau sur le feu et tenter de le maîtriser. Voilà, cet hélicoptère bombardier d'eau, vous avez compris, il est dans le ciel. Capucine était sur terre, et on voyait le travail effectivement des sapeurs-pompiers et de tous ceux qui luttent contre les feux, les feux qui prennent les végétations. Toujours un mot encore, Philippe Dombrovskis, quand on voit ça, on est à Marseille, on est dans la Drôme, ce sont, j'allais dire, tous les départements. Est-ce que vous dites en tant que spécialiste et climatologue, il y a un point commun où on voit que ces feux prennent, ou alors finalement aujourd'hui en 2026, il est impossible d'établir, j'allais dire, des causes, des lieux communs? Alors, la région Méditerranée, c'est quand même historiquement la région qui est la plus propice aux feux de forêt, sécheresse, canicule. Donc ça, c'est quelque chose qui est établi depuis longtemps. Et là aussi, il y a même un GIEC méditerranéen qui s'appelle le MEDEC, qui fait justement son travail de prospective sur la région Méditerranée spécifiquement, et donc la région sud de la France. Moi, ce qui m'interpelle, c'est le fait qu'on ait 75 départements. J'ai plus les détails peut-être de la journée qui sont en vigilance, en tout cas orange, et maintenant la vigilance rouge va s'installer jusqu'en Île-de-France, donc une partie ouest. Donc finalement des régions pour lesquelles on n'était pas forcément habitué à avoir ce type de vigilance, avec des risques, avec des feux qui se sont déclenchés bien plus au nord que ce qu'on pouvait avoir aussi l'habitude de vivre. Et donc c'est ça le message, c'est-à-dire que maintenant il n'y a aucune partie du territoire qui est à l'abri des impacts du réchauffement climatique. La canicule touche partout, et avec derrière, et c'est ça qui est important, et la sortie du rapport du Haut Conseil pour le climat le souligne très bien, c'est que en fait ce sont des impacts qui vont l'impact du changement climatique, c'est en fait des effets cascades, une canicule qui va générer de la sécheresse, qui va générer du risque incendie, et ça finalement maintenant tout le territoire est concerné. Et je vous rappelle donc, depuis le début de l'année, 25 000 hectares qui ont brûlé en France. Le bilan est énorme, on imagine que vu l'été, on ira sur les prévisions tout à l'heure avec vous, Ange. Malheureusement, je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Juillet, Exactement. Alors, pour lutter contre les feux de forêt, contre les incendies, bientôt, la France va avoir recours à cet appareil. Hop, le voici.
Et ceci est en Il est beau. puisqu'il vous appartient. C'est un A400M. C'est un A400M. Effectivement, A400M. Pourquoi je vous le montre? Là, je vais me tourner vers vous, général Chauvency, puisque voilà, pour éteindre, pour participer, pour aider en tout cas, notamment des Canadair, on se dit, on va utiliser cet avion militaire. C'est un A400M. Alors moi, la première question que je me dis, c'est comment un avion militaire peut procéder, notamment à aider ou à aller sur des incendies. Est-ce qu'il y a des aménagements particuliers? Il y a un kit d'installation. Alors c'est expérimenté depuis 2022. Les Espagnols en ont déjà un en fonctionnement depuis 2025. Donc nous, on en aura peut-être un qui va fonctionner. Donc c'est un kit en 2-3 heures. Vous équipez cet avion et il est capable de prendre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 3 fois la contenance d'un Canadair. Donc en gros 20 000 litres d'eau. Il y a quand même quelques inconvénients. Il va pas prendre l'eau dans un lac. Il va être obligé de se poser et on va le charger en eau. Voilà. Donc il y a quand même des limites. Mais néanmoins, c'est une capacité de frappe très importante. Alors là, vous nous parlez des litres d'eau, ou c'est du retardant aussi? Non, je crois qu'il y a que de l'eau. Je ne crois pas qu'il y ait de retardant. Alors, il me semblait que c'était, ça pouvait être quand même. Mais regardez. Tout dépend du kit, en fait. Voilà, c'est un kit spécialisé, je peux pas. Donc, et c'est par l'arrière. Effectivement, on le voit sur cette traînée sur l'image, mais c'est ici donc que va sortir ces 20 000 litres d'eau. Un seul passage, ça aussi, c'est important. Effet massue. Faut bien préciser que c'est pas quelque chose, j'allais dire, qui va rivaliser avec les Canadair. C'est un complément. Oui, c'est un complément parce qu'on est dans une situation de crise. Il faut quand même reconnaître aussi quand même que les feux, il y en a tellement que les moyens deviennent limités. On le dit suffisamment, pas assez de moyens pour traiter tout. Alors j'ai pas vu l'intervention européenne, c'est aussi une capacité européenne d'intervention, mais je pense que d'autres États méditerranéens sont aussi dans la difficulté. Et puis n'oublions pas quand même que les armées, chaque été depuis 1984, ont le plan EFAISOS, qui est un plan où on met plusieurs centaines de militaires en veille pour traiter les incendies avec des moyens. Et il y a 2 jours, vous avez passé sur TF1 un reportage du génie avec ces tractopelles militaires qui ouvrent des voies d'accès aux pompiers pour justement aller dans les zones difficiles et donc combattre les feux. Donc les moyens existent, mais effectivement cet avion-là, c'est un appui intéressant, mais on n'en a quand même pas tant que ça. On a à peu près 25 avions aujourd'hui A400M, qui sont d'abord pour les opérations, donc c'est vraiment un complément. Écoutez d'ailleurs le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise qui parle de cette A400M. Je voudrais par ailleurs signaler que nous allons probablement mettre en œuvre dès cette saison feu un nouveau moyen de lutte contre les feux de forêt, un moyen innovant, le recours à l'appareil A400M qui équipe nos armées bien entendu, sur lequel nous allons pouvoir installer un kit de largage d'eau de grande capacité de 20 tonnes, ce qui représente l'équivalent à peu près de 3 Canadair. Voilà pour les précisions, c'est ce que vous disiez effectivement. Alors, autre question que je me pose, c'est-à-dire que piloter un avion, un A400, un avion militaire qui doit se transformer en bombardier d'eau d'une certaine manière, j'imagine que ça demande aussi une formation particulière. Ça doit être assez lourd, non ? Il y a une formation, alors je ne connais pas le détail de la formation, mais une formation spécifique obligatoire. Ça veut dire que j'entends qu'il y a peut-être potentiellement un avion qui va intervenir, mais les équipages ne vont pas se faire en 3 jours. Donc soit ils ont été entraînés avant, mais on était en expérimentation en 2026. Alors peut-être que des équipages ont déjà subi cette formation et que là, ils vont être en situation opérationnelle. Alors, Ange, je me tourne vers vous. Parce que ça, c'est vous qui me l'avez apporté, cette maquette. Je vous en remercie. Merci de le dire. Merci. Mais surtout, parce que peut-être que les téléspectateurs le savent moins, au-delà de vos fonctions de météorologue sur TF1 LCI, vous avez été dans l'armée de l'air, militaire. C'est ça. Vous connaissez ce type d'avion A400M. Vous êtes monté, vous aussi, à l'intérieur. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir participer à des vols expérimentaux avant qu'ils soient mis en service sur ma base aérienne à l'époque à Orléans. Et j'ai été dans cette soute, justement, qui peut être adapté au combat contre les feux de forêt. Et la soute est immense. J'ai pu apercevoir un petit peu le kit là qui est installé. Ouais. Ça a l'air d'être un énorme réservoir qu'ils mettent dans la soute. Ça a l'air d'être incroyable. Mais c'est vrai qu'il y a une capacité de charge mais qui est démentielle. Vraiment à l'intérieur, je dirais pas que c'est une cathédrale, mais c'est vraiment immense. Donc c'est immense, vous connaissez, on le voit, c'est un gros engin, cet A400M, Airbus, français notamment. On a beaucoup parlé à l'époque, puisque ça a été utilisé déjà en Espagne, on a fait appel à un A400M, un avion militaire, on disait tiens ça peut être la solution miracle. Là vous nous dites, restons quand même, on s'emballe pas. Non mais enfin je crois que le vrai problème aujourd'hui c'est qu'on n'est plus capable d'avoir le nombre d'avions suffisant, donc on prend ce qu'on a.
et on adapte ce que l'on a. C'est ça qu'il faut retenir. Donc aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas résolu ce manque d'avions Canadair en particulier bien spécifique, eh ben on se tournera vers ce qu'on a. Les armées fournissent aussi des hélicoptères, bombardiers d'eau, qui peuvent adapter. Donc on prend les moyens qu'on a et je pense que c'est une logique de pragmatisme qui est important. Arlette Chabot, 12 Canadair, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, avec des livraisons prévues dans les prochaines années. Ça a été pris en compte, mais ça prend du temps avant que le matériel soit bien sûr efficace et sur place et opérationnel. On dit 2030, 2032, et puis surtout sur des Canadair qui sont vieux, donc il y a des opérations de maintenance. Je me tourne vers spécialistes des avions, des opérations de maintenance qui sont de plus en plus longues. Donc à chaque fois on dit il y en a 12, mais il y en a 10 qui sont en opération, et encore il y a quelques semaines c'était 8 seulement. Donc voilà, on s'est beaucoup interrogé, et on avait parlé déjà de cet Airbus en disant c'est quand même un comble. Pourquoi les Espagnols l'utilisent et pas nous? Donc on a bien compris aujourd'hui dans la communication du gouvernement sur laquelle vous allez revenir, eh bien on bouche les cases. Il y a une polémique sur effectivement les Canadair, quand vont-ils arriver et pourquoi? Eh bien voilà, on répond. On utilise cet avion militaire pour 20 tonnes d'eau. Effectivement, dans certaines circonstances, sur certains lieux, l'utiliser pour éteindre les incendies. Alors, cet A400M, pour lutter contre les incendies, on parlait des vents, de la sécheresse et des températures. Ange, vous allez reprendre votre casquette de monsieur météo. Avec plaisir. Et vous allez me suivre. On va aller au niveau du grand écran pour voir ce qu'il en est. Puisqu'on me dit, si j'écoute Météo France, que la canicule devrait persister jusqu'au 14 juillet. Alors j'imagine que vous aussi, comme moi, vous avez fait le décompte, vous dites il reste 4 jours minimum. Concrètement, ça donne quoi là aujourd'hui et pour les jours qui viennent, Ange? Je vais être un peu pessimiste, mais dans la réalité, ça va même être un peu plus loin qu'au 14 juillet. On peut même tirer jusqu'à jeudi de la semaine prochaine. Le 16. Donc si mes calculs sont bons, 15, 16, oui c'est ça, jusqu'au 16 juillet inclus. Là j'ai réactualisé ce matin les modèles météo et ça semble se prolonger jusqu'à jeudi inclus. Ensuite vendredi, la bonne nouvelle c'est que les températures devraient baisser. En attendant, on est sur cette carte-là, enfin là c'est celle de demain, qui va basculer. Donc avec 24 départements en vigilance. On était pour 9 aujourd'hui. Rouge. On en a 9 aujourd'hui, c'est ça, 24 demain. Donc on a cette vigilance rouge canicule qui s'étend jusqu'à l'Île-de-France. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Et en effet, c'est vrai que la nuit prochaine s'annonce comme être particulièrement difficile pour l'organisme parce qu'on va avoir une masse nuageuse comme un couvercle qui va maintenir un niveau de chaleur et qui demain matin va se maintenir en France. C'est pour ça que cette canicule s'étend, cette vigilance rouge canicule s'étend. Alors si je regarde votre carte, Ange, peut-être qu'à la maison aussi vous faites cette réflexion. Attendez, je regarde les températures, les maximales. Alors certes, on a Bordeaux, on est près de l'océan aussi. Ce sont des départements, on a vu en canicule rouge, Vendée, Loire-Atlantique. Oui, c'est ça. Normalement, je suis donc près de l'océan Atlantique. Il fait plus son boulot, l'océan, pour rafraîchir? Bah non. C'est un peu une caractéristique de la vague de chaleur caniculaire qu'on a actuellement. C'est que, bon, la Méditerranée surchauffe, déjà, faut le dire. Mais on a aussi maintenant, quelle superbe carte. Voilà, regardez les températures en Méditerranée, bon, qui sont beaucoup trop élevées. On vit une canicule en Méditerranée depuis plusieurs mois qui est vraiment dramatique. C'est la température de l'eau. Et forcément, quand on voit du rouge, c'est mauvais signe. Donc en Méditerranée, c'est très mauvais signe. Mais le fait nouveau, c'est là ce rouge ici, vers l'Atlantique, qui est très mauvais signe, puisque d'habitude, c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir un océan Atlantique qui nous rafraîchit, ou en tout cas qui tempère la chaleur. Et là, il fait pas trop son boulot. J'ai regardé les températures actuellement. Ici, sur l'arc Atlantique, on est à 23, 24 degrés. À l'île d'Oléron, par exemple, à l'île de Ré, et même en remontant jusqu'au Morbihan. Et c'est bien sûr beaucoup trop chaud. Et ça ne permet pas à l'atmosphère de se rafraîchir, ou en tout cas d'avoir une chaleur un peu moins intense. Quelle température, j'allais dire maximale, on atteindra dans les prochains jours? Parce que déjà, il y a des c'est difficile évaluations. De cibler une température en particulier, mais on sera autour des 40 degrés, c'est une certitude. Et plutôt un peu partout, enfin... Bah, c'est difficile aussi de cibler une zone parce que cette vague de chaleur, elle est très étendue en France. Elle va légèrement bouger pour ces prochains jours. Mais si vous regardez, le niveau des températures, on reste plus ou moins dans le même niveau de température jusqu'à jeudi inclus. Ça, c'est ce que je vous disais à l'instant. Et avec des pointes à 40, 42 degrés peut-être pour la température maximale attendue. Ça va être un peu plus dans les terres, peut-être entre les terres de la Nouvelle-Aquitaine, de l'Occitanie, en remontant jusqu'à la région centre. C'est peut-être sur cet axe-là qu'on va rencontrer des températures un
peu plus élevé. En Méditerranée aussi, sur l'arrière-pays méditerranéen, ça va surchauffer. Donc ça va être difficile d'échapper à cette vague de chaleur caniculaire. Eh bien, on suivra ça, bien sûr. Et on surveille vendredi surtout. Oui. On espère que ça va se confirmer, cette baisse des températures. On verra ce que ça donne. Parce qu'on attend confirmation. Allez, venez vous rasseoir avec moi. Ange, est-ce que monsieur le climatologue est inquiet quand il voit ça? Il se dit, waouh. Alors inquiet. Alors d'abord, on va commencer par dire, je suis pas surpris. Et c'est un petit peu quand même le message qu'on ressasse depuis maintenant 1 mois et demi, c'est que en fait tout ça a été écrit déjà il y a 30 ans, et que alors effectivement passer de chiffres sur un rapport dans un rapport à une expérience vécue, forcément la prise de conscience est plus forte. Mais il n'y a pas de surprise en soi. On est face à des. Je vais pas dire que l'été de cette année ça va être le plus froid des restants de mes jours, mais parce que je sais pas ce qui va se passer l'année prochaine, et qu'encore une fois il y a derrière. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des variations complètement naturelles qui fait qu'on peut avoir quand même des étés un petit peu plus chauds et un petit peu plus froids. Mais grosso modo, on est sur une tendance où de toute façon, ces records vont être battus dans les prochaines années. Ça, c'est une évidence. Et le fait que la Bretagne, par exemple, n'échappe pas à cela, est-ce que nous, vous dites ce soir sur LCI, nous citoyens, ça doit nous interpeller? Oui, mais effectivement, ça doit nous interpeller. Enfin, quitte à ce qu'au moins cette canicule ait lieu, qu'elle nous interpelle, effectivement, qu'elle pense pas que la canicule c'est qu'un problème de la Méditerranée, et qu'effectivement, encore une fois, cette carte, elle montre qu'en fait, il y a nulle part nous sommes à l'abri de températures qui peuvent atteindre les 40 degrés. Et quelque part, ce message, au moins, il a l'avantage d'être clair. Cette carte, elle a l'avantage d'être claire. Et j'espère que enfin, on va pouvoir embrayer la vitesse vraiment supérieure. On a besoin d'arrêter de gérer l'urgence. On va probablement pas parler du plan Orsec, mais là on est dans la culture de la gestion de l'urgence, de travailler en réaction. Il faut le rapport encore une fois du Haut Conseil pour le climat qui est sorti hier, et ça aussi ça fait partie de ces coïncidences d'agenda, mais qui sont révélateurs. C'est un peu cruel, mais c'est révélateur. C'est que on rentre dans ce qu'on appelle une zone dangereuse avec encore des leviers clairs pour s'adapter, mais et ce qu'ils appellent les leviers souples, c'est-à-dire les endroits où les politiques publiques vont pouvoir nous permettre d'ajuster notre capacité à nous adapter, mais après il y a des limites biophysiques. Je veux dire, l'agriculture, les rendements agricoles vont s'effondrer cette année, c'est une évidence. Et puis à partir de 40 degrés, je me tourne aussi vers mon voisin, monsieur le médecin, je pense qu'à un certain moment, on ne pourra plus tout simplement travailler en extérieur de façon comme on a l'habitude de le faire, si les étés continuent à ressembler à celui qu'on est en train de vivre cette année. On va justement parler des urgences, de la santé. On va d'abord aller au Mans avec Léana Boll et Titouan Boiteux. Bonjour à tous les deux. Léana, vous vous trouvez, là aussi on souffre de la chaleur, et il y a des gestes, des choses qui sont faites pour lutter, en tout cas tenter d'atténuer cette chaleur. Vous êtes dans un EHPAD. Oui, ici la vigilance est maximale parce que des fois certains résidents préfèrent rester dans leur chambre toute la journée. Les salles ne sont pas climatisées, alors les aides-soignants viennent de plus en plus souvent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous venez faire? Donc on stimule énormément à l'hydratation. Et on rafraîchit les résidents à l'aide de brumisateurs pour pouvoir éviter les risques de déshydratation qui sont assez importants chez la personne âgée. Ça vous fait du bien? Très bien. Et quels sont les risques? Au niveau de la déshydratation, ils peuvent avoir un trouble du comportement, des infections qui peuvent suivre. Ça dépend des personnes. Chaque personne va être différente à ce niveau-là. Merci beaucoup. En tout cas, Léonie nous le disait tout à l'heure, les chambres sont aérées le soir et elles sont aussi refermées, les fenêtres sont refermées très tôt le matin afin d'essayer de rafraîchir ces espaces. Merci beaucoup Léana. Bon, vous voyez cette situation avec des chambres et des salles Wilfried Samuth qui ne sont pas toujours effectivement climatisées. On prend soin des personnes, des résidents qui sont là. On vient bien sûr les hydrater. Le chiffre qui a été donné par le directeur général de la santé ce matin, 20% de plus de passages aux urgences. Est-ce que vous avez constaté aussi ? Oui, je vais même vous donner un autre chiffre qui va vous faire et vous réfléchir. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage d'EHPAD climatisés en France ? Non. 4%.
C'est-à-dire que vous avez 4% des établissements où on a créé des zones de fraîcheur, et là aussi la temporalité, si vous voulez, est pas la bonne. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on réfléchit à l'impact, monsieur vient de le dire, c'est des sciences dures, c'est des mathématiques, de la physique, on sait que ça arrive, les accords de 2015, c'était en 2015, mais les prévisions du GIEC, ça date de bien avant, et on se soucie simplement aujourd'hui de mettre en place un plan Orsec canicule pour faire face à la crise. Et puis attendez, en plus on nous avait dit 2003, on tire les leçons, les enseignements de cette canicule, on met dans les établissements, dans maisons de retraite, EHPAD, une salle, en tout cas, on essaye climatiser. J'ai dit, on est 23 ans plus tard, et ce chiffre quand même, oui, est assez stupéfiant. 4%, vous dites, des EHPAD sont climatisés. Et alors, ça montre le manque d'ambition des politiques. C'est-à-dire que depuis 2003, les politiques, les premiers ministres, les ministres de la Santé, je ne vais pas en citer, ils sont tous, j'allais dire, concernés. Ils ont eu comme seule ambition de rafraîchir une pièce en sachant que grâce aux perspectives du GIEC, et monsieur est là, je pense, pour soutenir les connaissances dures qui auraient pu permettre de prévoir, on sort un plan Orsec canicule, alors que c'est un plan Marshall qu'il faudrait mettre en place, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre en place des mesures fortes pour consolider la santé, pour consolider le bâti adapté au changement climatique. Et que font nos politiques aujourd'hui ? Nous allons avoir une élection présidentielle en 2007. Est-ce que vous entendez un candidat en 2027, pardon, vous voyez, j'étais encore en 20 ans plus tôt. C'est le moment, si vous voulez, de s'emparer des sujets. Justement, on nous dit quoi ? On va parler de ce qui va suivre, du futur. On va revenir sur ce débat de la climatisation, mais vous l'avez prononcé ce mot, le plan Orsec, qui a été chaleur extrême, qui a été déclenché par le gouvernement ce matin. C'est une première, c'est inédit. On va voir avec vous, Camilla Campuzano, concrètement, j'allais dire, qu'est-ce que ce plan Orsec et qu'est-ce qui change concrètement ? Alors, ce plan Orsec, déjà, l'acronyme, ça veut dire Organisation de la réponse de sécurité civile. Il existe déjà des plans Orsec, mais pour les incendies, les inondations, ce type de catastrophe. Et c'est la première fois qu'on applique donc ce plan Orsec à des chaleurs extrêmes. Il s'agit d'un moyen de coordonner l'ensemble des acteurs publics. Alors, pourquoi est-ce qu'on active en période de chaleur extrême ? Tout simplement, Ange nous l'expliquait tout à l'heure, les cartes de vigilance en ce moment se teintent de rouge partout, alerte canicule, et c'est donc dans ces zones où la vigilance canicule est rouge que va être appliqué ce plan Orsec. Plan Orsec dont l'annonce, je le rappelle, a été faite ce matin par la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjean, dans Bonjour, la matinale de TF1 au micro d'Adrien Gindre. Justement, qu'est-ce que concrètement ça change ? Quelles mesures sont mises en place ? Alors, le plan Orsec vise à cibler les personnes vulnérables, donc fragiles et isolées. On parle essentiellement des seniors qui peuvent se retrouver seuls à domicile, les personnes âgées de plus de 65 ans. Il s'agit aussi également de s'intéresser aux personnes de plus de 60 ans mais qui sont en incapacité de travail, aux personnes en situation de handicap ou encore aux femmes enceintes. Alors il faut savoir qu'il y a des registres communaux où ces profils sont répertoriés, mais les autorités reconnaissent que même ces listes sont encore perfectibles. Petite précision, c'est qu'il y a une distinction qui est faite avec les personnes sans abri pour lesquelles il y a déjà d'autres types de dispositifs. Je vous propose d'écouter les explications du directeur de la sécurité civile et de la gestion de crise. Nous avons désormais prévu de sortir les personnes fragiles, vulnérables, isolées à domicile de leur domicile où elles sont en danger pour pouvoir les mettre à l'abri dans des lieux réfrigérés, ce qui suppose d'identifier ces lieux dans chaque commune, d'organiser la prise en charge de ces personnes. Alors Camilla, j'ai entendu que les autorités évoquaient des lieux réfrigérés. De quoi parle-t-on exactement ? On imagine que ce sont des lieux avec la climatisation, mais pas seulement. Alors les départements sont censés identifier spécifiquement ces lieux qui sont rafraîchis, où on a également accès à de l'eau. C'est important pour s'hydrater. Les horaires peuvent être étendus pour accueillir les personnes sur des plages plus longues en journée, parfois même en soirée. Et comme il s'agit d'un public fragile, il y a également des équipes mobiles qui sont déployées afin d'aller chercher ces personnes, et à leur arrivée dans ce genre de lieu, elles sont prises en charge pour un diagnostic santé rapide, histoire d'évaluer s'il y a des cas de déshydratation. Cet ensemble de mesures, vous l'avez compris, il cherche à limiter le nombre de décès, puisqu'on a constaté en juin une surmortalité à domicile des seniors, et c'est tout l'objectif de ce plan Orsec chaleur extrême. Merci beaucoup Camilla pour toutes ces précisions. Justement, Wilfried Samut, est-ce que ce plan Orsec, c'est un des objectifs en tout cas qui est affiché par le gouvernement, ça va permettre d'éviter
éviter des morts à domicile? Alors ça en évitera sûrement à la marge, j'allais dire. Mais je reprendrai l'expression de Madame Chabot tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que c'est surtout c'est destiné à boucher des trous de communication. C'est-à-dire que quand vous voyez effectivement que vous êtes face à l'impuissance publique, parce que sincèrement, mobiliser la sécurité civile et mobiliser des forces qui ne sont pas destinées normalement à intervenir dans des épisodes qui sont destinés à se répéter, je le rappelle, parce qu'on va peut-être passer effectivement tout l'été, je connais pas les prévisions, c'est 8 jours, mais parti comme c'est, effectivement, on risque d'avoir un été assez chaud, si je puis dire. Et donc, mobiliser ces forces-là qui sont destinées à faire face à une catastrophe qui aurait pu être évitée dans la mesure où on aurait pu l'anticiper, moi, je trouve ça dommage, parce que en bon acteur de santé publique, malgré le fait que je sois urgentiste et que c'est dans mon ADN, si vous voulez, de réagir dans l'urgence, l'acteur de santé publique dit que ça coûte beaucoup plus cher de travailler dans l'urgence que de travailler en anticipant et en prévenant. Et donc là, effectivement, on a des mesures qui seront probablement justifiées parce que dans l'urgence, il faut effectivement, on s'est aperçu, j'y étais face à la canicule quand elle s'est installée la dernière fois, et on a vu des personnes précaires mourir parce qu'elles étaient immobiles. C'est la même absurdité, si vous voulez, que le pauvre monsieur qui était immobile, grabataire dans son fauteuil. Si vous voulez, vous pouvez pas l'obliger à aller dans la zone réfrigérée. C'est pas parce qu'il veut pas, c'est parce qu'il peut pas. Et donc ces gens-là, il faut aller les chercher. Et donc le gouvernement redécouvre les personnes seules et redécouvre en fait que les plans d'aide aux personnes isolées ne sont pas suffisants en France, parce que le problème il vient surtout de là. Et donc plutôt que de dire la politique publique d'aide aux plus démunis et aux plus précaires est insuffisante, eh ben on dit on va inventer un plan hors sec pour aller chercher les précaires qui sont en train d'essayer de survivre alors qu'il fait 40 degrés dans leur logement. Un dernier mot, Arlette, on le voit, plan Orsec, on a vu un gouvernement sur le terrain, dans les cellules de crise, une cellule de crise interministérielle, on voit défiler des autorités, des responsables. On s'imagine bien que tout cela, bien sûr, est pris très au sérieux, mais j'allais dire, l'étape d'après, ça pourrait être quoi pour le gouvernement ? C'est une bonne question. Il ne faut pas que la crise s'aggrave. Et surtout, pour le gouvernement, je veux dire les choses, c'est le nombre de morts qu'il faut éviter. Ce gouvernement, on le sait, c'est une évidence, a en tête la crise de 2003, avec une très mauvaise gestion par le gouvernement, un bilan catastrophique. Alors c'est vrai qu'il y a des remèdes, entre guillemets, même s'ils sont insuffisants, qui ont été installés depuis 2003, mais le cauchemar, c'est pour un gouvernement de revivre cette période. Et on a bien vu depuis 2 semaines à peu près la polémique qui s'était déjà installée ou avait démarré sur le nombre de victimes que pourrait faire cet épisode de canicule. Donc pour le gouvernement, c'est être aux côtés des Français, prendre des décisions, se montrer efficace, réactif et au bout du compte, montrer qu'il a su éviter une catastrophe sanitaire. Merci beaucoup Arlette Chabot d'avoir été avec nous. Va vous succéder Renaud Pilat, autre éditorialiste éminent de LCI et de TF1. Bonjour Renaud, soyez le bienvenu. Peut-être Ange, un dernier mot sur cet aspect, j'allais dire, sanitaire, lié aux températures. On vous voit dans les bulletins météo à donner aussi des conseils pour les populations. Vous essayez, si vous en avez un ou deux, et vous aussi Monsieur Samut, pour cette période et ce week-end qui s'annonce très très chaud. Bah là oui, ça dépasse un peu le cadre de mes compétences, la donner des conseils sanitaires. Moi je peux juste dire voilà ce qui est de boire beaucoup d'eau, s'abriter du soleil, boire. Voilà, c'est essayer de se rafraîchir comme on peut. Voilà, ça va être dur dans tous les cas. Même chose. Oui, et puis surtout prendre soin des autres. C'est-à-dire que là aussi, il y a des réflexes qu'il faut avoir. Quand je dis des autres, c'est pas seulement dans le périmètre familial, mais c'est aussi redécouvrir son voisinage, parce que nos sociétés sont faites malheureusement de barrières qui s'installent entre les individus. Et effectivement, il faut essayer d'ouvrir un peu et de j'allais dire, aider le gouvernement à ne pas laisser les personnes seules mourir dans leurs bouilloires thermiques qui sont bien identifiées malheureusement, parce qu'il suffit de sortir. Vous voyez les toits en zinc de Paris, vous voyez à peu près les zones où effectivement vous pouvez redouter l'impact de la chaleur.
Oui, Philippe Dombronski. Oui, non, moi je voulais juste rajouter que derrière la canicule, encore une fois, il y a des effets cascades. En particulier, on oublie souvent de parler de l'eau. Donc on est en période de sécheresse. La sécheresse, c'est à la fois la végétation qui pompe davantage, mais qui brûle en même temps. Mais c'est aussi une augmentation de la consommation en eau. D'abord l'irrigation, parce que justement, pour compenser cette demande évaporative de la végétation. Et aussi le fait qu'il faut s'hydrater. Donc on est en train de consommer beaucoup d'eau pendant la canicule. On est au début de l'été. Et donc l'eau va probablement devenir aussi un objet d'attention, un enjeu d'ici, durant cet été. Oui. Alors, on se pose la question dans ce grand dossier 17h20 sur LCI, canicule en série, la France craque, je vous le disais, avec un point d'interrogation. En tout cas, on voit les infrastructures, elles, en France, craquent bel et bien. Elles sont au bord de la rupture, que ce soit un coup de chaud sur les rails, avec des caténaires qui se détendent, ou encore un réseau électrique qui est sous tension. Nucléaire et TGV, on va dire, ce sont deux fleurons français de l'industrie française. Et là, on a envie de se dire, un peu patatras, la canicule ne les épargne plus. On va commencer, je vous propose, avec le nucléaire. Avec vous, Catherine André. Bonjour Catherine, je me tourne vers vous. Et déjà, on constate qu'il y a des réacteurs qui sont à l'arrêt. Oui, vous allez voir dans un instant un réacteur qui est situé à Golfech. Golfech, c'est à 90 km de Toulouse. Et la centrale, désormais, est à l'arrêt. Le premier réacteur est en maintenance et le deuxième a été arrêté sous décision d'EDF. Pourquoi ? Parce qu'il est à proximité de la Garonne et qu'il y a un risque d'élévation des températures de ce cours d'eau. Pour bien comprendre ce qui se joue, on rappelle que certaines centrales nucléaires en France fonctionnent avec des cours d'eau à proximité, utilisent de grandes quantités d'eau pour refroidir leurs installations et ensuite les rejettent à l'état naturel. Et le risque avec la Garonne, c'est l'élévation de la température au-dessus de 28 degrés. 28 degrés, c'est le seuil réglementaire et donc EDF a décidé d'arrêter par motif de précaution son réacteur. 28 degrés, donc c'était la température à ne pas franchir, pas pour des raisons de sécurité, de sûreté, pour des raisons de biodiversité, pour protéger en fait la biodiversité. C'est pas un cas isolé, on va voir une autre carte. Il y a d'autres réacteurs en France aujourd'hui qui sont vulnérables. Par exemple, le réacteur 3 de Bugey près du Rhône a aussi été arrêté pour les mêmes motifs. Il y a des restrictions qui sont prévues dans cette autre centrale qui est située dans les Ardennes. Et déjà lors du précédent épisode de canicule, des réacteurs avaient été mis à l'arrêt. On estime qu'il y a une quinzaine de centrales sur 57 en France qui utilisent de grandes quantités d'eau donc pour refroidir leur système et qui sont donc vulnérables en cette période de canicule. EDF qui a prévu un plan d'aménagement du territoire, un plan de rénovation, mais ça va coûter plusieurs milliards d'euros. On parle de 9 milliards d'euros d'ici 2040. Merci beaucoup Catherine. Venez nous rejoindre à la table. Catherine André, économiste politique, qui s'occupe d'économie politique, mais éditorialiste économie bien sûr à TF1 et LCI. La question qu'on peut se poser, Renaud Pilat, quand on voit ce que nous a décrit Catherine, est-ce qu'on se dit que le nucléaire français pourrait être, va être et déjà peut-être en danger chaque été ? En danger, je ne crois pas, mais en tout cas, ça va nécessiter, comme Catherine l'a dit, de très nombreux investissements. 9 milliards d'investissements dans un premier temps. Il faut savoir que la France, heureusement, a fait le choix de nucléaire depuis des décennies. Merci le général de Gaulle. On a du coup une électricité qui est décarbonée, on a une énergie qui est décarbonée. Mais à partir du moment où nous changeons de climat, et moi je crois que c'est important de le signifier, c'est pas un épisode de canicule de plus. On entre, Evelyne Delia et Louis Baudin l'ont dit depuis des décennies. Evelyne Delia, elle prévient depuis des décennies. Mais depuis des semaines, on est entré dans un climat méditerranéen. Et depuis quelques années, Ange Noiret nous le dit aussi. Mais Ange aussi, on est entré dans un climat de pays chauds, de pays espagnols, du Portugal. Donc toutes nos infrastructures doivent être repensées. Et comme nous sommes un pays extrêmement nucléaire, ça va nécessiter de très grands investissements. Philippe Dombronski, est-ce que nucléaire et canicule, ça fait bon ménage, c'est compatible ? Alors, il y a nucléaire et canicule. En fait, notre électricité est à 80%, dépend de 80% de l'eau. Que ce soit d'ailleurs de l'hydroélectricité, il ne faut pas l'oublier aussi, et du nucléaire. Donc effectivement, il y a le problème température. Donc là, effectivement, c'est pour le refroidissement des centrales. Donc là, c'est le nucléaire qui est exposé. Mais après, il y a aussi l'effet qui peut se produire dès cet été, c'est le fait d'avoir des débits qui deviennent trop faibles. Et donc là aussi, les centrales nucléaires
peuvent se mettre à l'arrêt du fait que le débit est trop faible, et puis éventuellement aussi une réduction de notre production production hydroélectrique. Donc effectivement, il faut l'avoir en tête dans ce plan d'adaptation que je pense nombreux climatologues appellent depuis déjà beaucoup de décennies, d'avoir un plan d'adaptation stratégique. Eh bien effectivement, il faut savoir comment rendre notre système électrique plus résilient à la fois aux canicules, mais aussi aux sécheresses qui sont une conséquence assez rapide des canicules. Catherine, concrètement, il faudrait investir aujourd'hui ? C'est déjà prévu, c'est-à-dire que EDF a mis sur la table, je le disais, 8,7 milliards d'euros d'ici 2040 pour moderniser, justement adapter ces centrales au réchauffement climatique. Alors certains de nos téléspectateurs vont peut-être se demander, est-ce qu'il y a des risques de pénurie, de restriction d'électricité ? Non, parce que, comme je le disais, il y a une quinzaine de centrales sur 57 qui fonctionnent vraiment avec de très grandes quantités d'eau et qui sont vraiment vulnérables et potentiellement c'est celles qui pourraient être mises à l'arrêt. Mais ça veut dire que sur les 57, il y en a quand même beaucoup qui peuvent continuer à fonctionner normalement. Et puis, ça reste l'été. C'est vrai qu'on utilise beaucoup d'électricité pour la ventilation, pour la climatisation, mais pour autant, on n'utilise pas les mêmes quantités qu'en hiver. Et puis, il y a quand même quelque chose de très important et c'est pour ça qu'il faut quand même se féliciter de la stratégie énergétique de la France. Oui, le nucléaire c'est notre force et l'autre force c'est le fait de diversifier, c'est-à-dire que là en ce moment il y a les panneaux solaires qui marchent au maximum et ça aussi c'est un moyen de sécuriser nos approvisionnements. Le nucléaire d'un côté, la diversification de l'autre et l'aménagement des centrales dans les prochaines années. Mais je crois qu'il faut prévoir la climatisation générale du pays et la climatisation générale du pays va demander une consommation extrême d'électricité. Ouais. On est pour, on est contre, mais enfin, on va pas pouvoir en urgence avoir comme ça des hôpitaux, des écoles qui sont pas climatisés, donc il faudra l'électricité. Oui. Alors, je rejoins d'abord, heureusement qu'on a un mix électrique varié, justement, et décarboné. Donc, effectivement, on a du nucléaire, on a de l'hydroélectricité, on a du renouvelable, et je pense que ça, c'est un système qui, justement, crée de la résilience. Effectivement, pendant l'été, le panneau solaire fonctionne à plein. Et puis, je rappellerai juste que pour les questions de consommation, parce qu'effectivement, il faut mettre en regard la production avec une consommation, la consommation d'été va forcément augmenter puisque la mobilité électrique, ça va consommer l'électricité à peu près tout le temps dans l'année. Et il y a aussi tout le travail à faire sur l'électrification de l'industrie qui, elle aussi, va être beaucoup moins saisonnière que ce qu'on avait avant comme consommation d'électricité. Une question à Ange sur la température de l'eau. Catherine nous disait, on est donc la centrale de Golfech, donc là on est à 90 km de Toulouse à peu près si je vois bien, dans le sud-ouest. L'arrêté de 2006 effectivement qui dit que la température du fleuve dont l'eau est utilisée pour refroidir les réacteurs ne doit pas dépasser les 28 degrés, etc. après les rejets de la centrale. Moi comme ça je me dis 28 degrés, c'est pas très élevé. C'est élevé. À combien une température d'un... C'est extrêmement élevé. Ouais. C'est très élevé. Surtout pour un fleuve. Qui est en mouvement, qui vient de la montagne en plus. Vous êtes déjà baigné dans des fleuves. En général, c'est glacé et vous risquez même l'hydrocution. 18, 19, 20 en général. 19, 20. Ouais, mais c'est une question que se pose, qu'on m'a posée. Donc, je pense que plein de téléspectateurs se posent et disent pourquoi ce seuil à 28 degrés qui pourrait paraître très bas en fait. Non, c'est élevé. Ce serait catastrophique en effet pour la biodiversité. C'est la mer à Cannes. Actuellement, la mer sur la Côte d'Azur, c'est 28 degrés. La Méditerranée, 28 degrés. C'est énorme. Et on parle de canicule en Méditerranée. Mais il faut savoir que plus la température de l'eau est élevée, moins elle est capable de maintenir de l'oxygène dedans. Donc, en fait, effectivement, pour nous, on peut considérer qu'éventuellement se baigner dans une eau à 28 degrés, c'est plutôt confortable. Maintenant, il ne faut pas oublier tout ce qui vit à l'intérieur du milieu. Et là, pour que le coup, lui, souffre énormément de ces températures-là. Alors, je vais vous parler de deux fleurons français, le nucléaire et le TGV. Voilà ce qui se passe sur les rails. On a vu, on nous dit que les rails sont chauds, ça chauffe, que les caténaires se détendent notamment, donc interdisant, en tout cas handicapant la circulation des trains. Bonjour Gilles Dansart, vous êtes journaliste spécialiste des questions de transport et directeur de Mobilettre que je vous conseille de consulter. Ces fortes chaleurs, bien évidemment, j'allais dire qu'elles posent plusieurs problèmes. On voit sur les infrastructures notamment, mais est-ce qu'il y a d'autres conséquences non perceptibles comme ça immédiatement qui sont en jeu, notamment sur les rails et avec la canicule ?
Oui, les canicules agissent comme des révélateurs assez impitoyables des faiblesses du système ferroviaire. Alors, vous avez parlé effectivement des rails, des caténaires qui se détendent, mais aussi des installations d'alimentation électrique qui sont soumises à trop forte chaleur et qui ne résistent pas. Il y a évidemment le matériel, les vieux matériels qui ne résistent pas non plus à ces fortes chaleurs, aussi bien en climatisation qu'en bloc moteur qui surchauffe. Et puis, il y a des choses un peu nouvelles, notamment liées aux incendies aux abords des voies. C'est-à-dire la progression du nombre d'incendies, soit sur les talus, soit bien plus loin, mais qui handicapent et interrompent la circulation ferroviaire. Ça, c'est extrêmement difficile à gérer et ça pose de gros problèmes à la SNCF et aux autres exploitants parce que ils peuvent survenir dans de nombreux endroits que l'on ne soupçonnait pas jusqu'à maintenant aussi fragiles. Donc c'est tout un ensemble de choses qui sont révélées par la canicule et qu'il va bien falloir traiter dans les années à venir, aussi bien à coût d'investissement, notamment pour les nouveaux matériels, qui remplacent des matériels qui ont aujourd'hui, pour des rames comme pour des locomotives, parfois plus de 40 ans, mais aussi des process et des opérations préventives, notamment sur le nettoyage aux abords des voies. Alors ce week-end, concernant le trafic, l'état du trafic, on nous dit qu'un tiers notamment des trains intercités annulés. En revanche, ça devrait toucher un peu moins, voire pas du tout, les TGV, ce qui n'a pas été le cas ces derniers jours. On a vu déjà des séquences où des personnes étaient arrêtées en pleine voie. Le problème de la climatisation, on va y revenir. Regardez cette séquence donc concernant les TGV diffusée aux 20h de TF1. Si la SNCF n'a pas encore annoncé officiellement son plan de transport pour les jours à venir, nous avons vérifié sur son site internet. Plusieurs trains supprimés ce week-end sur les lignes les plus sensibles, Clermont, Limoges, mais aussi la transversale Bordeaux-Marseille. De là à craindre des annulations et des retards en cascade, le ministre des Transports se veut rassurant. Je ne peux pas vous garantir 100% que tout se passera bien. Ce que je peux vous garantir, c'est que tout le monde est mobilisé, qu'on va investir massivement dans le futur et je laisse tout en place dans le réseau, dans du matériel. Mobilisation totale, notamment dans la tour de contrôle de la SNCF, où nous avions exceptionnellement pu tourner il y a quelques jours. Les températures et donc les risques y sont surveillés en permanence. C'est ici que les équipes décident d'annuler un train. Objectif, éviter le scénario du pire, comme l'évacuation des passagers en pleine voie. C'est ce qu'il s'était passé il y a 3 semaines, lors de la dernière canicule. Voilà les images et l'épisode auquel je faisais référence, que vous venez de voir dans cet extrait d'un reportage du JT TF1. Gilles Dansart, une des question, une des problématiques, c'est à chaque fois on se dit tiens, pourquoi la climatisation lâche notamment dans un train avec la canicule. Est-ce que c'est parce que on peut utiliser encore des trains qui ont été construits j'allais dire il y a peut-être 20 ans par exemple et que ils étaient conçus et dimensionnés pour des températures et des pics de chaleur qui n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qui étaient beaucoup plus faibles. On se disait tiens, quand on atteint les 30-35 degrés, c'est 35 degrés, c'est déjà très chaud et aujourd'hui il faut faire avec 40-45 degrés et on a un matériel qui n'est pas forcément encore totalement adapté. Vous avez raison, il y a plusieurs cas. Il y a effectivement des matériels, vous parlez de 20 ans, mais il y a des matériels aujourd'hui, notamment les intercités entre Paris-Clermont, Paris-Limoges, Bordeaux et Marseille, qui ont plus de 40 ans. Donc ces matériels-là, de toute manière, ne résistent pas à des trop fortes températures, ce qui explique qu'il y ait l'extension du principe de précaution d'une certaine façon. On essaie de ne pas faire circuler ces très vieilles rames au plus fort des températures à la mi-journée. Mais il y a aussi des matériels un peu plus récents qui n'ont pas été conçus pour des températures aussi extrêmes et cela souffre aussi. On peut en revanche avoir confiance dans les futurs matériels qui vont être livrés dans quelques mois, aussi bien les nouvelles rames TGV que les rames oxygène qui vont remplacer les vieux corails. Ces matériels-là sont vraiment adaptés à des températures au-delà de 40 degrés. Donc là, il ne devrait pas y avoir de problème, mais leur diffusion sera très lente et donc il faudra encore attendre de nombreuses années avant que tout le parc matériel soit vraiment adapté à ces canicules. Juste une dernière question, justement, Gilles Dansart. Est-ce que pour cette climatisation, dans les futurs appareils,
rail, notamment je pense le TGVM, c'est cela à quoi vous faisiez certainement référence. On pourrait avoir, comme on a un groupe électrogène par exemple qui vient sauvegarder en secours quand il y a une rupture d'alimentation, est-ce que là il y a, je sais pas, des batteries qui pourraient être là et permettre qu'il y ait une climatisation qui fonctionne jusqu'à ce qu'on arrive en gare? C'est la promesse la plus spectaculaire du TGVM. Effectivement, aujourd'hui, la vraie faiblesse du TGV, c'est que quand il y a une grosse panne, il est immobilisé et donc il faut le remorquer. Donc le temps de faire venir une motrice, etc., ça prend souvent du temps et le temps que les voyageurs souffrent. La promesse du TGVM, c'est d'avoir des batteries embarquées qui vont permettre de faire ces 2, 3, 4 kilomètres pour que le TGV rejoigne une gare ou soit dans des endroits plus faciles à dépanner. Reste à voir si ça va être possible parce que un TGV c'est quand même un très très lourd matériel. Les tests sont faits. Normalement ça devrait marcher, mais il va bien falloir vérifier que avec quand il est rempli de passagers, que les batteries seront suffisamment puissantes à la fois pour délivrer ce qu'on appelle l'énergie de freinage indispensable à la sécurité des rames, mais aussi un peu d'énergie de traction pour amener le TGV dans un endroit plus propice et diminuer la souffrance pour les passagers. Merci beaucoup Gilles Dansart de toutes ces explications. On aura retenu cette grosse innovation donc dans le TGVN, cette batterie, voilà, qui permettra effectivement, j'espère, d'éviter les épisodes qu'on a pu voir dernièrement. On en débat dans un instant. Je veux juste vous faire écouter. On parlait du TGV, la directrice de TGV Intercité. Petit conseil, et je pense que ça va faire réagir, je vois déjà Renaud Pila, petit conseil avant ce week-end. Nous déconseillons aux personnes les plus vulnérables en cas de canicule avérée par Météo France. C'est pas nous qui faisons la définition. Nous leur déconseillons effectivement de prendre le train. Toute personne en ce moment au 15 juillet en cas de forte chaleur peut annuler son billet sans frais, peut l'échanger, peut différer son voyage. Donc ça c'est quand même important de le savoir. Renaud, j'imagine que certains téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent se disent bon bah oui, moi je suis peut-être un peu âgé, un peu vulnérable, des problèmes, etc. Et donc en fait maintenant à moindre thermomètre qui explose, je ne peux plus voyager. C'est vrai que c'est pas une très bonne nouvelle pour ces personnes, mais je comprends. Moi, je comprends la SNCF parce que on peut pas à la fois vouloir un principe de précaution, éviter des accidents, de coups de chaleur. Imaginez que pour une raison ou pour une autre, un TGV soit arrêté en pleine voie à 20h, 21h. On l'a vu, et heureusement, c'est rarissime, doivent descendre de la voie et marcher quelque peu lorsque vous avez les naufragés du train. Une fragilité, des comorbidités. C'est pas très prudent. Mais je veux honnêtement rendre hommage à tous les cheminots, à tous ceux qui travaillent à la SNCF. Quasiment aucun TGV n'est annulé, voire aucun n'est annulé, alors qu'on a des températures extrêmes. On a eu, il y a 15 jours, on avait les points les plus chauds du globe. On était les deuxièmes territoires les plus chauds du globe. La température du Qatar, la température d'Arabie Saoudite. Et pourtant, les TGV circulaient. Alors que le cuivre des caténaires, ça se dilate. Les voies, ça se dilate. Moi, j'ai discuté avec un contrôleur le week-end dernier qui m'expliquait que ils ralentissent parce que, pour éviter, si la voie se dilate, que l'une des roues passe de l'autre côté. Bon, alors, on n'a pas envie qu'il y ait un accident. Quand on atteint des 60 degrés et plus, vous avez le rail qui se déforme. Exactement. Il se déforme, donc du coup, on roule à 130. Mais imaginez qu'il y a un accident. Sur les intercités, alors, donc les TGV, ça roule. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Intercité, effectivement, ça, c'est très dur. Un tiers, Paris-Clermont, Paris-Toulouse. Mais ça s'explique par la vétusté du matériel d'un côté. C'est-à-dire ces trains qui sont vieillissants, les intercités sont gérés, on le rappelle, par l'État, qui n'a pas assez investi dans ces trains. Et puis, par le fait que le réseau, on estime qu'il y a 20% du réseau de la SNCF hors TGV qui est en état d'énorme fragilité, d'énorme vétusté, et donc effectivement ce motif de précaution il s'impose pour la SNCF. Alors après, ça en dit long sur notre impréparation, c'est honnête de la SNCF de dire ça, mais il faut effectivement éviter à tout prix qu'il y ait des personnes âgées, des personnes vulnérables qui se retrouvent coincées en pleine campagne avec la climatisation coupée parce que il y a une rupture de caténaire ou parce que le train n'avance plus. Mais si on nous avait dit il y a encore 2 ans qu'il ferait 40 à Clermont-Ferrand.
Ça nous tombe dessus. Alors le GIEC avait prévenu, mais vous savez, l'être humain, c'est ma croyance, l'être humain ne réagit que lorsqu'il est pied du mur. Wilfried Samut et Philippe Drobrinski, juste un mot, Wilfried Samut, sur ces conseils, sur ce que la décision de la SNCF de se dire, bah oui, les personnes les plus vulnérables, ne voyagez pas. Remarque pas. C'est du bon sens. On a été confronté récemment encore à des immobilisations. Vous vous retrouvez avec 4000 passagers des fois sur le réseau immobilisés dans des trains qui ne sont pas climatisés. C'est les mettre effectivement et les exposer à des risques inutiles. Donc si les gens ont la possibilité pour des raisons familiales de différer quand ils sont porteurs de plusieurs maladies et d'une fragilité particulière, je pense qu'il est plus raisonnable de reporter le séjour. Mais je pense que nos organismes, comme vous le disiez tout à l'heure, ne sont pas encore adaptés au climat méditerranéen et surtout le bâti n'est pas destiné à ça. Je crois que c'est le gros problème, il est là aussi. C'est-à-dire quand vous sortez de chez vous avec une température de 30 degrés à domicile, c'est vrai que vous n'êtes pas d'attaque, si vous voulez, pour aller affronter une immobilisation de TGV. Et donc c'est un principe de bon sens. Et c'est vrai que là, ça dépend plus de l'État. L'État ne peut pas tout aussi. C'est aussi un problème de bon sens. Philippe Drobrinski. Oui, alors moi je voulais juste rebondir sur 3 points. Tout d'abord, effectivement, on découvre le risque incendie. C'est un nouveau risque qui apparaît et qui montre encore une fois que on ne vit plus des extrêmes climatiques isolés. La canicule engendre la sécheresse qui engendre les incendies. Et donc et c'est pour ça qu'on rentre dans une zone un peu dangereuse, comme le dit véritablement le Conseil pour le climat, c'est que il y a une interconnexion, une interdépendance, une amplification, on va dire, des risques climatiques. Donc ça, c'est le premier point. Donc il faut véritablement avoir une approche un peu systémique des risques. Le deuxième, c'est ce qui m'effraie. Alors après, je comprends tous les principes de précaution face à l'urgence, mais finalement, quand même, chez nous, on a donc de l'électricité décarbonée. Donc le train, c'est le moyen de transport le plus décarboné. Et s'il y a bien un endroit où il faut peut-être investir maintenant, et je vais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur le Ministre, c'est que il faudrait que le transport ferroviaire puisse permettre de transporter en tout lieu et en tout temps. Et enfin, effectivement, si on avait fait des investissements il y a 30 ans, ils auraient coûté beaucoup moins cher. Et je prends au mot Monsieur le Ministre de dire que maintenant il va investir, parce que tous les investissements qu'il fera maintenant coûteront moins cher que ceux qu'il fera dans 10 ans. Alors justement, vous parlez d'argent, combien ça coûte? On aurait pu diffuser le générique de cette ancienne émission de notre regretté et très cher Jean-Pierre Pernaut. Je vais me lever avec vous, Elisa Cléache, pour vous rejoindre, parce qu'on a vu les effets de la canicule sur notre organisme, on en parlait, sur des infrastructures, mais ça a un prix, un coût, parce des impacts sur notre économie. Oui, c'est tout le tissu économique qui est affecté, parce que les fortes chaleurs, elles ont des conséquences sur notre capacité de concentration, notre capacité de prise de décision, sur notre sommeil également, et donc résultat, on est moins productif. Alors vous allez me dire, ça affecte surtout le travail en extérieur, parce que c'est plus physique. Certes, c'est le cas, mais pas que, parce que selon une étude de l'Organisation internationale du travail, eh bien, on est moitié moins performant lorsque les températures dépassent les 33 degrés, et ce, même pour un travail qui ne demande pas d'effort physique particulier. Qui dit baisse de la productivité, dit bien sûr baisse des recettes. Et là, on a un exemple qui est très parlant, ce sont les fortes chaleurs qu'on a connues l'année dernière en 2025. Ça a coûté 10 milliards d'euros de pertes à notre économie en France en 2025, et cela pourrait bien s'empirer. On va voir ensemble un rapport très récent qui a été publié par l'assureur Allianz. Vous le voyez juste ici, c'est une forme d'épée de Damoclès qui pèse sur les plus grandes économies, dont la nôtre. Vous le voyez en France ici, les fortes chaleurs pourraient occasionner 210 milliards d'euros de pertes entre 2026 et 2030. C'est évidemment très considérable. On est ici en deuxième position. Vous le voyez juste derrière le Japon. 310 milliards d'euros de pertes, et juste devant l'Italie, 128 milliards d'euros de pertes économiques dues aux fortes chaleurs, dues à la canicule. Alors j'imagine que ces montants en plus, si on avait un compteur, hop, ça pourrait s'emballer et grimper si on ne fait rien, si on n'agit pas rapidement. Oui, ça s'appelle le coût de l'inaction, et la facture est très salée. Le coût de l'inaction, en fait, c'est l'absence d'un plan qui s'adapte justement aux canicules, et cette fois encore, on a des chiffres très précis. Regardez, ça pourrait bien nous coûter 30% de notre PIB d'ici 2100, dans une hypothèse où notre monde connaîtrait une hausse des températures en moyenne de 3 degrés Celsius. Imaginez 30% de PIB, c'est quasiment un tiers, c'est évidemment considérable, et c'est notamment pour ça que le Haut Conseil pour le climat martèle que ce coût de l'inaction, il est bien plus élevé que le coût de la transition, notamment pour la décarbonisation de l'économie, qui coûterait 1 à 2% du PIB de manière annuelle jusqu'à 2030. 1 à 2%, c'est bien moindre donc que c'est 30% du coût de l'inaction si on n'agit pas
maintenant et de manière considérable. Merci beaucoup Elisa Cléache. Alors je charrie souvent Catherine en lui disant vous êtes venue avec votre calculatrice, vous Madame Économie, mais quand on voit les chiffres qui sont là, on se dit c'est fou et surtout que ne rien faire coûtera plus cher. Parfois on n'arrive même plus à comprendre dans toutes ces estimations, on a perdu 10 milliards l'an prochain, on va perdre des centaines de milliards d'euros d'ici 2040. Moi ce que je retiens c'est qu'effectivement la nécessité d'investir est absolument considérable et que ça arrive dans la pire des périodes pour la France puisque nous n'avons aucune marge de manœuvre. Là, on parle du climat, on parle évidemment de cette canicule parce qu'on est en plein dedans, mais vous savez que les priorités s'enchaînent. On pourrait parler de la justice. L'affaire Liana, c'était il n'y a pas longtemps. Paupérisation de la justice, l'école, l'effondrement du niveau scolaire. On a tellement d'investissements à faire en France. Ne parlons même pas de la défense. Et actuellement, qu'est-ce qui se passe sur les marchés financiers ? On a un taux d'emprunt pour la dette française qui a atteint son plus haut niveau depuis 2009. Donc, il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Il faut faire des arbitrages. On commence à être étouffé par notre dette. Comment on fait ? Comment on agit ? Quelles sont nos priorités ? Renaud, alors, il n'y a pas d'argent maintenant, il n'y en a pas pour plus tard. On fait quoi ? C'est quoi votre piste ? Je vais mettre un peu les pieds dans le plat, Julien, vous me connaissez. Et on a 6 600 milliards d'épargne en France. Les Français ont 6 600 milliards d'épargne. Nous avons 3 500 milliards de dettes. Catherine a entièrement raison, on ne peut plus dépenser d'argent. C'est simple, on ne peut plus dépenser d'argent à court et moyen terme. On doit rembourser l'an prochain 77 milliards d'intérêts. 60, mais vous imaginez à votre plus que le budget de l'éducation nationale. Mais on rembourse pas le capital, on rembourse que les intérêts. Donc l'État, c'est pas la peine. En revanche, il va falloir que ceux qui en ont les moyens, je parle pas des Français les plus pauvres, il faut les aider. Les étudiants sans moyens, qui vivent dans des chambres de bonne, sous les toits, à 40 degrés, c'est pas possible. Mais en tout cas, les Français qui en ont, les classes moyennes, on va dire. Et donc votre piste, votre solution ? Eh bien, les solutions, c'est investir sur son épargne pour une climatisation, par exemple, pour la rénovation thermique, la prime rénov', par exemple. Elle devrait être sous condition de ressources. C'est pas normal que la prime rénov' soit la même quand on est fortuné. Mais elle est sous condition de ressources. Oui, mais pas assez, Catherine, pas assez. Mais attendez, Renaud, j'entends votre proposition et j'entends déjà certains disent attendez, on va aller piocher dans l'épargne des Français. Ils vont vous dire mais c'est le rôle de l'État de faire tout ça. Non, non, l'État ne peut pas tout. L'État ne peut pas tout. Et notamment, moi, ça m'intéresse beaucoup. Ceux qui nous regardent, les téléspectateurs qui nous regardent, qui sont libéraux, qui sont de droite libérale, il y en a. Et ils vont dire non, c'est à l'État de le faire, on paye trop d'impôts, on paye ceci. Eh bien, puisque depuis 30 ou 40 ans, les gouvernements de droite et de gauche n'ont pas fait le travail de remboursement de la dette. Entre parenthèses, les Français, on est aussi responsables. Ça fait 40 ans, Barre, Rocard, Delors ou d'autres, Juppé, qui disaient faut rembourser la dette, ils ont été battus. Donc les Français, on a un problème avec l'argent et avec la dette. Donc, eh bien, c'est pas à l'État de tout faire. On doit, ceux qui le peuvent, encore une fois, pas les Français les plus pauvres, sortir la main de notre épargne pour s'adapter. L'État ne pourra pas tout. Il n'y a plus d'argent. Monsieur l'urgentiste à côté, Wilfried Samut, qui a envie de réagir. L'hôpital, c'est quand même l'hôpital, il est prioritaire. L'hôpital, c'est l'État. Alors l'hôpital, il est prioritaire. Mais je crois qu'il est justement temps de redéfinir collectivement nos priorités. Exactement. C'est-à-dire qu'on voit que 2027 va être une échéance importante. Je pense qu'on est là, effectivement, tous à voir que l'échelle européenne est peut-être d'ailleurs le premier niveau de réflexion important pour mener ces réformes. Mais il y a un anniversaire qui est passé sous les radars à cause de la canicule. C'était l'anniversaire du Front Populaire. Oui, et à cette époque, j'allais dire, on remettait en cause déjà à l'époque le capitalisme qui était vécu comme un modèle industriel inégalitaire. Ouais. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que alors je sais plus comment on dit parce que je suis dépassé en termes d'économie libérale, ultralibérale, illibérale. Il y a un moment où effectivement, collectivement, nous devons prioriser les choses et dire effectivement pour nous l'essentiel c'est la santé, la justice, l'éducation et avec ça peut être une base je pense pour trouver un modèle économique. Mais l'État peut pas tout, vous êtes d'accord ou pas ? Oui mais dans ce cas-là il est important de porter des je pense, alors je me fais chantre aujourd'hui de cette demande, on n'y arrivera pas avec des budgets ultra serrés dans le modèle actuel. On peut pas y arriver puisqu'on nous dit à chaque fois qu'on demande des investissements, on n'a pas d'investissement pour tout le monde. Donc
je pense qu'à un moment, il faut changer aussi le système économique. Et ça ne peut venir que de nos politiques en place et de l'intégration des risques majeurs auxquels la population est confrontée, parce que malheureusement, le plus lourd tribut, on l'a vu pour le Covid, on le revoit pour le climat actuellement, ce sont les plus précaires qui le paieront. C'est-à-dire que le modèle qui consiste à acheter sa protection, comme on a vu les gens malheureusement se précipiter dans les supermarchés pour acheter des clims, moi c'est des scènes qui sont insupportables. C'est-à-dire que l'État marchandise la protection qui devrait effectivement essayer au moins participer en partie. Bon, Renaud, je suis désolé, mais Catherine a bien fait de vous reprendre. Elle avait raison. Hein, Prime Rénov', il y a des critères d'éligibilité. Donc, ce qu'a bien souligné Catherine. Pas assez strict. Voilà, pas assez strict. Hein, voilà, voilà. Non, mais quand on a 2 résidences secondaires, quand on a les moyens d'avoir 2 résidences secondaires et puis un chalet au ski, on n'a pas besoin d'être aidé pour la prime rénov'. Oui, c'est vrai. Bah non. Voilà. Un dernier mot, Catherine. Le dernier mot, vous allez voir, on va passer un débat l'hôpital et les seniors et les enfants, c'est la priorité des priorités. Mais si je rebondis sur l'hôpital, les derniers chiffres que j'avais vus, c'était 40% des surfaces de santé climatisées, donc c'est complètement insuffisant. Je me rappelle d'une amie qui est chef d'un service gériatrique qui 4%, l'an dernier. Vous nous disiez des EHPAD climatisés tout à l'heure. Oui, et alors le plus important d'ailleurs, c'est même pas la climatisation, c'est l'insuffisance de lits. C'est-à-dire 100 000 lits fermés depuis 2003. C'est-à-dire que là aussi, c'est un non-sens, avec un vieillissement de la population qui était anticipé. Pour rebondir, l'anecdote, service gériatrique d'un très grand hôpital parisien, l'année dernière, pas de climatisation dans les chambres, des personnes âgées qui sont en train de décéder, qui sont en train de terminer leur vie, et les soignants obligés d'accrocher d'énormes couvertures aux fenêtres. Et puis ensuite, non, même pas de survie, vous savez, les couvertures qu'on avait en colonie de vacances, pour essayer de camoufler la chambre. Et ces couvertures, elles sont restées pendant des jours et des jours. Donc non seulement ils étaient dans le noir, ces patients, c'est insupportable. Mais quand on demande aux Français, par exemple, de payer un peu plus leurs médicaments, eh bien là, ils ne veulent pas. Donc il faut aussi se donner les moyens d'avoir une santé à la hauteur. Alors, on reste justement à l'hôpital. Les écolos voulaient pas de clim en plus. 7500 climatiseurs distribués dans les hôpitaux. C'est le dernier chiffre donné par la ministre de la Santé, Stéphanie Rist. 7500 sur les 30 000 promis par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Alors, il avait dit livrer d'ici à l'été. Donc, on y est. Wilfried Samut, vous dites, il y a encore, pas mal d'efforts avant que tout le monde soit livré. Et est-ce que c'est suffisant ? Non, parce que là, on arrive justement à la période estivale où on a une fermeture, par exemple, des lits de soins critiques dont nous avons besoin pour faire face à un éventuel afflux de victimes d'hyperthermie. Donc, les problèmes se multiplient en période de crise. Donc, forcément, et la ministre dit il y aura la climatisation, c'est ce que, encore une fois, j'appelle un bouche-trou de communication. Vous y croyez ou pas ? Elle dit le double la semaine prochaine et 21 000 encore après. Tant mieux s'ils arrivent, mais en même temps, il faudrait effectivement qu'on ait des effectifs stables à l'hôpital et suffisamment de réserves pour pouvoir anticiper ces coûts, parce que la conséquence de ça, c'est que les gens s'épuisent à l'hôpital aussi. C'est-à-dire qu'on a beau avoir la foi et avoir un engagement service public, on est aussi fragile que les autres, entre guillemets. Et donc, il va y avoir des arrêts maladie, il va y avoir des coups de fatigue, même des soignants qui vont être malades. Donc, ça crée des tensions supplémentaires auxquelles on ne pourra pas faire face, faute surtout d'effectifs. La clim, ce débat autour de la généralisation de la climatisation, Renaud Pilat, est-ce que c'est un débat qu'il faut avoir, ou alors je vais aller plus loin, vu la situation, stop, c'est plié, la clim est là, point barre. Je crois que heureusement, de temps en temps en France, on est raisonnable, très rarement, mais là, heureusement, on est raisonnable. Je crois que le débat, il a duré une semaine. D'accord. Le débat, il a duré une semaine. Entre ceux qui disaient il faut 100% clim, non, il faut pas 100% clim. Et d'autres qui disaient il faut pas la clim parce que la clim c'est de droite et la clim c'est pour les riches. On a entendu ça pendant 40 ans ou 30 ans chez les écolos notamment. Dans les années 80-90, lorsque vous avez une voiture avec clim, on vous prenait pour un Américain ou un fou. Désormais, aujourd'hui, on est le seul pays du monde où il y a un débat sur la clim. En revanche, il faut les deux. Et la clim,
à court terme, et rénovation thermique, aménagement des territoires, et puis ce que j'appelle le froid bio, enfin le froid environnemental. Il faut les deux. Voilà, on n'a pas besoin Catherine s'écharper. Oui, là je rejoins Renaud. Je pense que la digue a sauté, c'est-à-dire que pendant des années, on a été entravé par ces discussions idéologiques autour de la clim qui ont été distillées, il faut le dire, par les écolos. Hein. C'est-à-dire qu'on nous a dit que c'était le grand méchant loup, la climatisation. En réalité, on a quand même, on rappelle, 90% de notre électricité qui est produite par énergie nucléaire. Donc, bon, déjà, il y a une limitation du pouvoir de nuisance de la climatisation. Et puis, des nouvelles clims de moins en moins polluantes. Bon, dans les écoles, est-ce qu'il faut la clim ? Oui. Et dans les établissements de santé ? Oui. Après, à domicile, c'est aux particuliers de décider et aux entreprises aussi de faire le job. On a beaucoup dit, les entreprises ont accueilli même les enfants de leurs collaborateurs. Ça dépend. Je veux dire, il y a des entreprises, effectivement, dans les services qui ont des espaces climatisés. On a la chance d'en profiter. Dans l'industrie, on a vu le cas de Stellantis à Mulhouse, où les ouvriers crèvent de chaud. Les entreprises doivent s'adapter. La climatisation, la digue a sauté. Mais pour terminer sur ce sujet, sur les nouveaux bâtiments qui sont sortis de terre ces dernières années, on s'est rendu compte, il y a eu une étude très sérieuse qui montrait que l'administration, par une série de normes ultra complexes, ultra cachées, avait empêché, presque rendu impossible l'installation de climatisation dans ces nouveaux logements. Donc il y a eu une faute de l'État. On s'est laissé enfermer dans ces idéologies, dans ce dogmatisme anti-clim, et là on en revient. Vous, le climatologue Philippe Drobinski, vous en pensez quoi ? Je pense que la clim, ça devrait pas être un sujet de débat. C'est une des solutions parmi plein d'autres. On peut s'interroger pourquoi est-ce qu'on ne peut toujours pas peindre en blanc les toits en zinc de Paris, parce que ça, ce serait déjà, ça c'est pas coûteux, et c'est très efficace. On peut perdre près de 10 degrés. Donc, en fait, il y a toute une panoplie, et ce qui est désarmant, ce qui est épuisant depuis, encore une fois, que ça fait des décennies qu'il dit qu'on doit s'adapter à un climat plus chaud, c'est que les solutions, elles sont connues, en fait. Et il faut les mettre en œuvre. La végétalisation dans les villes, elle est fondamentale. Alors effectivement, si on met des clims partout dans une ville et la végétalisation dehors, on va tuer la végétation dehors. Donc ça, c'est parce qu'on va réchauffer l'extérieur. Mais ce que je veux dire, voilà, maintenant, sans caricaturer les choses, la clim fait partie des dispositifs dont on a besoin, mais il y en a plein d'autres. Et l'idée, c'est maintenant de commencer à voir, en fonction de la vulnérabilité de chaque territoire, parce que tous les territoires ne sont pas logés à la même enseigne, qu'on commence à hiérarchiser les options, et aussi en fonction des secteurs. Alors, canicule en série, la France craque. C'était le titre de cette émission. On aurait même peut-être pu l'intituler canicule en série. L'Europe, une partie de l'Europe craque. Pourquoi je vous dis ça ? Regardez ces images. Nous sommes cette fois-ci en Espagne. En Espagne avec un bilan humain très élevé, 12 morts, nous dit-on actuellement. Et vous allez entendre ce témoignage où on nous dit, vous le voyez, ce feu qui allait à la vitesse d'une Formule 1. C'était vraiment horrible, vraiment horrible. Des bonbonnes qui explosaient, tout ça, des maisons en feu, les vitres qui volaient en éclats. Il y a aussi des témoins. Ils ont été surpris dans une grande villa au milieu d'une forêt de pins et ils s'en sont sortis de justesse. J'ai eu une sacrée frayeur. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Ça s'est passé en un clin d'œil. Ce feu, c'était comme une Formule 1. Philippe Drobinski, les images étaient absolument hallucinantes, les témoignages aussi sont très forts de ces Espagnols. On le voit, aucune région, alors j'allais dire notamment le sud de l'Europe. Alors, on englobe la France, on voit ce qui se passait au Portugal aussi, juste à côté. On a ce qui se passe en Espagne. J'allais dire, c'est presque comme des feux en cascade là qui se succèdent. Mais là, en fait, il y a tout le cocktail qui est réuni. Effectivement, sur les pays limitrophes, une canicule, c'est une certaine extension spatiale. Donc, c'est pas une toute petite partie de territoire qui est généralement concernée par une canicule. Donc là, effectivement, nos pays voisins, l'Espagne, éventuellement l'Italie, le Portugal, et effectivement, quand il y a une grande canicule chez nous, c'est pas impossible qu'il y en ait une chez eux aussi. Et donc, en fait, voilà, ça va encore une fois alimenter la sécheresse. Et tout le cocktail est là pour que ça parte. Quand il y a du Mistral ou quand il y a du vent fort en Méditerranée sur nos côtes, généralement, pas très loin, il y en a aussi en Espagne. Donc, tout le cocktail, il est réuni et sur un territoire très vaste. Et encore une fois, on rappelle que le risque, c'est qu'effectivement, il y ait des départs de feu tellement multiples que même les moyens d'intervention puissent pas être en capacité de gérer l'ensemble. Renaud, personne n'est épargné là.
Non, personne n'est épargné. Heureusement, l'Europe des pompiers, ça existe. L'Europe de la lutte contre l'incendie, ça existe. Souvent, il y a une critique de l'Union européenne, une critique de l'Europe. Ils ne font rien, l'Europe un tel. En revanche, ça fait des années qu'il y a une solidarité entre les pays du Sud, entre le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie, la Slovaquie, je crois, la Croatie, et l'aide, elle est à la fois en hommes, elle est à la fois en matériel, et il y a également, il faut le savoir, la Commission européenne, Bruxelles, possède des bombardiers. Et d'ailleurs, il y a 4 jours, nous avons demandé l'aide de Bruxelles, qui a envoyé en France 4 bombardiers pour nous aider dans le Gard et dans les Pyrénées-Orientales. Le seul problème, c'est que les incendies sont si importants, la sécheresse et la canicule sont si importantes que moi je lisais une enquête hier, il faudrait pas que tous les feux arrivent en même temps. Quand on a des feux comme ça en Espagne, si on demande de l'aide, les pays disent, écoutez, nous, le risque est trop important, on a du vent qui va arriver, on peut pas vous prêter et des hommes et du matériel. Mais heureusement, il y a une solidarité européenne, parce qu'on n'a pas l'argent, on est tous des pays très endettés, il faut qu'on soit solidaires les uns avec les autres. En quelques mots, Wilfried Samuel. Si je peux me permettre, juste un message de prévention, parce que je vois les chiffres de noyades qui flambent malheureusement depuis l'été, et c'est vrai que qui dit canicule dit piscine et lieu de baignade souvent interdite et autorisée de manière un peu sauvage. Si je ne m'abuse. Et donc on remarque effectivement, malheureusement, la France a un niveau insuffisant de natation chez malheureusement aussi les enfants les plus défavorisés. Et donc on avait réussi à diminuer ces chiffres. Là, la canicule va faire flamber malheureusement le chiffre des noyades. Et s'il y a un message à retenir aujourd'hui, c'est ok, la baignade, mais avec une extrême surveillance de ceux qui savent nager. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis, merci à vous d'avoir été en plateau. Je vous avais montré dès le début de cette émission cet A400M qu'on a vu justement en Espagne utilisé dès le début, il y a déjà quelques années, quelques mois, et un A400M qui devrait donc être déployé. Elle est magnifique cette maquette. Pour aider bien sûr le travail des sapeurs-pompiers. Le Grand Dossier, c'est une émission que vous pouvez bien sûr écouter en podcast et que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute. Le petit QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Bon début de soirée à tous. Il est bientôt 18h. Camilla Campuzano, à la une de l'actualité, un nouvel incendie s'est déclaré cet après-midi à l'est de la deuxième ville de France. Bien sûr, on parle de Marseille. Et oui, juste à proximité des habitations, vous allez le voir, dans les airs et au sol, d'importants moyens ont été déployés. Le feu est maintenant fixé, mais pas de répit pour les pompiers puisque des incendies ravagent le sud de la France en plusieurs endroits. Plus de 10 000 hectares cumulés déjà partis en fumée ces derniers jours. Et difficulté pour les pompiers, évidemment, c'est cette chaleur qui s'intensifie. 24 départements placés en vigilance rouge canicule demain, c'est 2 fois plus qu'aujourd'hui. Alors le gouvernement se montre mobilisé, réunion de crise, déclenchement du tout nouveau plan Orsec chaleur extrême, un dispositif pour protéger les personnes vulnérables isolées. Et on le disait, prudence, si vous vous baignez pour vous rafraîchir, le ministère de la Santé vient d'annoncer 131 décès par noyade depuis la mi-juin. Et cette image maintenant qui nous emmène à Londres, la tapisserie de Bayeux est arrivée au British Museum. Impressionnant dispositif de transport spécialement conçu pour réduire les vibrations, tout pour ne pas abîmer la célèbre broderie du XIe siècle. L'œuvre représente la conquête d'Angleterre par Guillaume le Conquérant et c'est la première fois que la France prête la tapisserie de Bayeux. Restez avec nous tout de suite, retrouvez Amélie Carwer pour son émission 24 heures, décryptage de l'actualité qui continue sur LCI.